j'ai envie de te poser, de commencer cette rencontre en te demandant si l'homme et l'écrivain peuvent être dissociés. Eh bien, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux, car rien ne fait plus plaisir à un auteur que de rencontrer des lectrices et des lecteurs. Et de les rencontrer dans une librairie est le lieu idéal. Alors, pour répondre à la question de Flore, je ne crois pas que l'on puisse distinguer l'homme et l'écrivain. Pour moi, c'est tout un, et je pense que je suis tout entier dans mes livres, autant que mes livres sont avec moi dans la vie courante. Je ne suis pas d'un côté celui qui écrirait je ne sais quoi ou qui filmerait je ne sais quoi, puis d'un autre côté un homme qui fréquenterait un monde très différent de celui que je décris. J'ai le sentiment très profond d'appartenir et d'avoir toujours appartenu à la classe ouvrière et d'y appartenir encore. Ce n'est pas parce que j'écris des livres, que je fais des films, que soudain je déteste cette expression, un transfuge de classe. Je n'ai jamais transfugé, rien du tout. Je suis toujours resté fidèle à mes origines sociales, mais aussi à mes origines intellectuelles, artistiques, etc. Donc je ne fais pas de distinguo, j'espère que vous n'en ferez pas. Ça serait d'ailleurs un exercice absolument stupéfiant de soudain, pour moi, défendre un point de vue bourgeois ou un point de vue droitiste. C'est toujours très difficile. Hélas, que dans ce que j'écris, bien sûr, je mets en scène des personnages qui sont des personnages bourgeois, des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de droite, voire d'extrême droite. Bien sûr, je suis capable de les voir, de comprendre ce qu'ils disent, de les critiquer, mais je n'adhère en aucun cas à ce qu'ils sont. Ils ne sont pas moi. Alors que tous les personnages de mes livres sont moi d'une façon ou d'une autre, même s'ils sont majoritairement des femmes. Alors, Gérard, avec ton nouveau livre, édité chez Calmin Lévy, Les vivants et les morts 20 ans plus tard, tu fais un pari, le pari d'une saga, paraît-il, on appelle ça comme ça, puisque tu décides de renouer avec tes personnages et le décor de l'un de tes plus grands romans, Les vivants et les morts. Les vivants et les morts, ça racontait l'histoire d'une usine, de ses ouvriers, dont un lointain groupe financier avait décidé de se débarrasser après en avoir récupéré les actifs. Évidemment, la révolte, le drame social s'empare de cette ville de Rethel et elle va avoir des répercussions jusque dans la vie intime des travailleurs. Donc le récit que tu nous as raconté, c'était une grande épopée qui mettait en scène une cinquantaine de personnages et qui était organisée autour d'une histoire d'amour, celle de Rudy et de Dallas, jeune couple dont la vie est bouleversée par les événements. C'est donc la suite. 20 ans plus tard, tout a changé à Rethel. Dallas et Rudy vivent chacun de leur côté et ils sont malheureusement hantés par 1000 questions parce que leur fille a disparu depuis 2 ans. Ils ne l'ont pas retrouvée et ils se battent pour essayer de savoir où elle est. En attendant cette réponse et cette quête insoutenable pour des parents, la révolte reprend. Elle est à nouveau centrale dans ton livre, alors que 20 ans plus tôt, elle n'a pas permis cette révolte de sauver l'usine, ni les ouvriers. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui a donné envie de refaire renaître cette révolte, de continuer la révolte, alors même que Dallas, elle avait dit, dans ton personnage principal, elle avait dit qu'elle ne reviendrait jamais. Quand j'ai publié Les vivants et les morts, le personnage de Dallas est apparu comme étant évidemment le personnage majeur de cette histoire. Au début du livre,
Elle a 18 ou 19 ans, elle est très jolie, donc on pense qu'elle est stupide. Elle fait un métier très difficile, ils sont endettés pour payer la maison, etc. Et tout le livre va montrer comment cette femme, qui au départ est regardée comme une tête de moineau, est en réalité la plus lucide, la plus consciente, la plus déterminée, et celle qui va aller jusqu'au bout du combat qu'elle mènera. Donc, Dallas ne m'a jamais quitté, puisque ensuite j'ai tourné l'adaptation pour la télévision de 8 épisodes, et Dallas est incarné cette fois-ci. Puis j'ai continué à faire de cette histoire une pièce de théâtre musical, donc j'ai toujours vécu avec eux. Donc c'était naturel d'une certaine manière qu'à un moment, je me retourne sur l'histoire pour mesurer le travail du temps depuis 20 ans. Et l'histoire commence, et c'est très important pour moi car je n'écris jamais de livre sur un sujet, mais toujours à partir d'une image fondamentale. L'image fondamentale, je vous la raconte. Dallas revient à Rossel, cette ville de l'Est de la France. Pourquoi revient-elle alors qu'elle a juré de ne jamais y revenir? Mais son père est à l'agonie et a réclamé qu'elle revienne. Donc elle revient. Et lorsqu'elle descend du train, il a neigé, tout est couvert de blanc, rien n'est reconnaissable. Et en plus, le sol est gelé, glissant, extrêmement dangereux. Toute l'histoire de 20 ans plus tard est là. C'est-à-dire que Dallas va avancer sur ce sol glissant, sur ce sol dangereux, pour, au fond, soulever cette neige qui couvre tout, comme on soulève un drap, pour mesurer tout ce qui a changé. Et des changements sont fondamentaux. L'usine où elle travaillait 20 ans plus tôt avec son mari, la Cause, n'existe plus. Elle n'existe plus du tout dans le paysage. Elle n'est plus là. À la place, il y a un énorme parallélépipède sans ouverture vers l'extérieur, entouré de grillages et gardienné par des vigiles. C'est un entrepôt qui fait du e-commerce, un concurrent direct d'Amazon. Ça s'appelle Property. Et changement là aussi tout à fait stupéfiant, celui qui est à la tête de cette entreprise de Property n'est autre que le fils de Lorquin qui 20 ans plus tôt était le syndicaliste qui avait mené cette très grande grève des ouvriers. Le père était un combattant du social, le fils est un chef d'entreprise. Dans la ville, il n'y a plus de café, il n'y en a plus qu'un dont le nom sonne comme une ironie puisqu'il s'appelle l'Espérance. Il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de lieu où l'on se rassemble. Et puis il y a un changement très 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 profond. C'est que Dallas va être obligé de se réinstaller dans la maison de ses parents lorsque son père sera décédé. Pourquoi ? Bien parce que avec son mari, il s'était exilé dans la banlieue parisienne, ils avaient une sous-location et le propriétaire vend l'appartement, donc il faut qu'il trouve à se loger. Il n'a rien pour se loger, donc il faut revenir dans la maison familiale avec, j'ai envie de dire, ses fantômes. Et puis, comme elle doit gagner sa vie, eh bien, elle va se faire engager chez Property. Et chez Property, la majorité des employés sont des femmes, y compris dans les managers, dans la direction, etc. Et d'un autre côté, Dallas va retrouver une copine d'école qui, elle aussi, a été obligée de revenir chez ses parents à Rossel et qui dirige une chorale qu'elle réunit tous les mercredis. Le nom est inoubliable, c'est les Glottes Rebelles. Et donc, on va voir comment Dallas va vivre en réalité 20 ans plus tard dans un univers majoritairement féminin. Et ce changement-là est un changement radical de notre société. Parce que 20 ans plus tôt, quand il y a eu les grands mouvements de révolte contre la fermeture de l'entreprise, les hommes des syndicats, les politiques étaient tous des hommes. Et c'était eux qui étaient en première ligne. Là, tout va changer. Quand à nouveau il y aura un conflit, ce sont les femmes qui vont prendre les choses en main, et Dallas en premier, et qui va mener ce combat. Et c'est un des changements, je crois, très significatifs du temps où nous sommes. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que le moteur secret de l'histoire
Flore l'a évoqué, c'est la disparition de la fille de Dallas et de Rudy, qui s'appelle Ève, et que désespérément, et Dallas et Rudy recherchent, ils ont tout essayé. Ils ont interrogé les copains d'école, ceux du lycée, les voisins, les amis, la police s'en est mêlée. Ils ont eux-mêmes été dans tous les endroits où elle aurait pu être, dans les sous-sols de la Défense, auprès des punks à chiens, etc. Jamais ils l'ont trouvé. Or, cette absence et cette disparition, mais elle est évidemment emblématique de l'absence et de la disparition d'un certain nombre de choses qui, en 20 ans, ne sont plus là ou ont disparu. Et ça va être le moteur secret de l'histoire. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de m'y remettre. Et je m'y suis remis, ça a été presque une chose incroyable lorsque Jean-Étienne Cohen-Séa, qui était l'éditeur des Vivants et les Morts, m'a mis cette idée dans la tête. Ça a été comme une déflagration. Et j'ai travaillé d'arrache-plume, si j'ose dire, pendant 14 ou 15 semaines pour écrire la première version. Je n'ai fait que ça. C'était évident, c'était sûr. Et je voulais être porté par cette envie de décrire au plus près, au plus vrai, au plus juste possible l'ensemble des changements qui étaient les nôtres. Alors, un changement qui est un changement aussi très important dans la vie de Dallas, c'est qu'à Rossel, 20 ans plus tôt, la municipalité était une municipalité centre-droit, centre-gauche, enfin de truc local, quoi, voilà. 20 ans plus tard, le Rassemblement national est dans la mairie. Non seulement il y a ça, mais en ville, il y a des activistes extrêmement puissants qui remuent tout ce qu'ils peuvent pour faire venir, au fond, ce qu'on pourrait appeler une sorte de néofascisme à la française, comme ça a été promu en France dans les années 30. Bon, ça existe là. C'est aussi un changement très très important, parce que à partir du moment où il y a ce mouvement vers l'extrême droite, les rapports entre les personnes ne sont plus les mêmes. Or, les personnes sont aussi très séparées, très fragmentées, parce que beaucoup d'hommes des familles ont été chercher. Rudy, par exemple, Rudy, il est devenu chauffeur routier, donc il n'est pas souvent là. Il court l'Europe à la tête en conduisant son 35 tonnes, mais il n'est pas le seul. Donc on voit bien que c'est un monde fracturé, un monde traversé par des idéologies mortifères, une forme de travail déqualifié, parce que lorsqu'ils travaillaient à l'usine Rudy et Dallas, ils avaient réellement un métier. Ça fabriquait des engins en plastique, etc. Mais enfin, ils avaient un métier. À partir du moment où ils où ils ont immigré dans la banlieue parisienne, Dallas n'a jamais retrouvé de travail. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle faisait des ménages. Et Rudy, lui, faisait le camionneur. Revenu à Rossel et à l'intérieur de Property, le travail de Dallas est celle finalement d'une absolue exécutante, d'une sorte de robot humaine. Elle n'a aucune capacité d'intervenir sur les choix qu'elle fait. Elle doit chercher des colis, les emballer, les expédier. Une machine pourrait le faire, et d'ailleurs, c'est une des perspectives qui est envisagée à un moment, de remplacer l'ensemble du personnel par des machines. Donc voilà, c'est le contexte général à la fois du roman, mais aussi, je crois, du monde dans lequel nous sommes. Évidemment, en tant que romancier, en tant qu'écrivain, je suis sensible à ça. Enfin, je crois qu'on ne peut pas se voiler la face devant ce qui se passe, à la fois sur le plan national, international, et de se dire que nous pourrions vivre en dehors. Non, je crois qu'au contraire, et spécialement le roman, est l'outil, peut-être l'arme, pour dire le réel. Eh bien, je n'ai plus de questions. Non. Excuse-moi. Alors du coup, tu as raison. Je voudrais revenir, en tout cas Gérard, parce que ce qui est fascinant, c'est quand même l'évolution de ces personnages. Moi, je me suis dit,
C'est pas possible. Il a, dans un petit carnet secret, chaque année, au fil de l'histoire de la France sociale et politique, il a continué à les faire grandir. C'est assez incroyable, à la fois dans le vocabulaire que tu utilises, les expressions, les préoccupations. Je pense notamment, on en a causé avec certains qui ont lu le livre, qui sont présents ce soir, sur un moment où, dans le premier livre, l'enfant de Dallas et de Rudy est malade. Il est malade, il a, j'appellerais ça une gastro. Voilà, en tout cas, il a mal au ventre, il se vide, etc. Et donc, ils vont aller voir ce docteur qui est très important, le docteur Copps, qui va participer à l'émancipation d'ailleurs de Dallas, puisque c'est lui qui va contribuer notamment à un nombre important de lectures et de découvertes pour Dallas. Et cet enfant est malade, on ne sait pas ce qu'il a. Et en fait, le docteur, c'est le moment où ils viennent d'apprendre le plan de licenciement. Et le docteur va lui dire, mais en fait, il a la merde en vous, quoi. C'est-à-dire que... C'est même... Pardon. Non, il lui dit très précisément, il ausculte l'enfant et il dit, il a la grève. Et Dallas ne comprend pas, il dit, non, je ne me trompe pas. Il a la grève. Ce qu'il ressent là, c'est ce que vous ressentez. Il est malade de ce que vous vivez. Et s'il a de la diarrhée, c'est simplement parce que vous aussi, vous êtes dans la merde. Et ça, quand même, d'avoir ce regard de comment, au moment où tu écris Les vivants et les morts, de comment finalement, c'est pas qu'un simple métier ou un simple emploi qu'on perd, quoi. C'est l'impact sur la famille jusqu'aux enfants. Et aujourd'hui, quel est l'impact sur la vie des enfants dans le monde dans lequel ils vivent? Souvent, on se dit l'importance de regarder, en tout cas, qu'ils ont des choses à dire et qu'ils le vivent avec les adultes. Souvent, on dirait c'est pas les histoires des enfants, sauf que ces enfants le vivent. Et ça, c'est des moments assez incroyables dans Les vivants et les morts, que tu fais grandir, que tu fais évoluer dans Les vivants et les morts 20 ans plus tard. Il y a des causes, la question du féminisme, de l'écologie qui arrive dans tes romans. Mais je voulais quand même te poser une question. Est-ce qu'en faisant évoluer tes personnages, tu as utilisé des mécanismes de déterminisme social? La réponse est non. Non, je ne réfléchis pas comme ça. Quand j'écris un livre, parce qu'il faut plutôt parler de ça finalement, comment je fais? Je pars de cette image fondamentale qui est la première image. Juste pour vous donner un exemple comparatif, dans Les vivants et les morts, la première scène que j'ai écrite, c'était celle d'un dimanche après-midi quand Rudy et Dallas, pour une fois, ne sont pas d'astreinte et ne travaillent pas à l'usine. Le petit dort, la journée est à eux, ils font un café et vraisemblablement vont-ils faire l'amour. Et par maladresse, Rudy ouvre la porte du placard et cogne la tête de Dallas, qui a une blessure là. Toute l'histoire est là. Parce que cette petite blessure au-dessus de l'arcade sourcilière de Dallas, c'est finalement le symbole de toutes ces blessures, les blessures visibles et les blessures invisibles. Mais en même temps, c'est aussi le moment où on se cogne la tête et on dit « j'ai compris ». Et à partir de ce moment-là, son personnage va prendre un essor qui ne se terminera pas. Eh bien, quand j'écris un livre, j'écris toujours d'abord cette image fondamentale. Ici, dans 20 ans plus tard, la descente du train sur un sol glacé, sur un paysage entièrement voilé. Et puis j'écris en même temps la fin. J'écris toujours le début et la fin en même temps. Pourquoi? Parce que c'est un conseil que m'a donné, mais à moi et à d'autres, le cinéaste Claude Sautet. Lorsqu'on discutait avec Claude d'un scénario ou d'un roman, il n'avait qu'une question: comment ça se termine? Et il avait bien raison, parce que il y a des cinéastes du début. Bertrand Blier, qui vient de nous quitter, était un cinéaste du début. Il écrivait des débuts absolument fantastiques, et après 20-25 minutes, une demi-heure, il se désintéressait de l'histoire. C'était le début qui comptait pour lui. Bon. Et donc, savoir où on va. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de question de structure
je dirais, sociologique ou d'analyse politique des personnages. Il y a savoir ce que l'on vise. Là, je visais, dans 20 ans plus tard, je ne veux pas raconter la fin, quelque chose. Parce que quand je dis de raconter de la fin, ça peut être un mot, ça peut être un verbe. La fin des vivants et les morts, c'était ils endurent. C'était le verbe endurer. Et c'est le verbe endurer qui m'a conduit tout le long du récit. Parce que endurer, c'était endurer tout simplement, mais ça pouvait être, on pouvait entendre durer, on pouvait lire dur, on pouvait lire, voilà, endure, enfin, toutes ces choses-là. Pour 20 ans plus tard, vous verrez, c'est aussi un verbe très important. Mais je ne construis pas les personnages en fonction d'un modèle sociologique ou même pas psychologique. Ce qui est le guide fondamental de l'écriture, c'est l'écriture elle-même. C'est d'avoir conscience de qui sont les personnages et comment parlent-ils. Pour moi, c'est essentiel. J'ai l'impression que tous mes livres m'entrent d'abord par l'oreille. Quand je sais comment ils parlent, je sais les écrire et je sais qui ils sont. Et c'est vrai qu'il y a, au fond, on peut dire, je schématise, mais il y a deux grandes traditions littéraires. Il y a une tradition littéraire française où l'auteur omniscient fait partager à ses lectrices et à ses lecteurs ses analyses, les sentiments des personnages, leurs doutes, leurs élans, etc. C'est l'auteur qui mène ça. Ça, c'est la tradition française qui a donné force chef-d'œuvre. Puis il y a une autre tradition à laquelle moi j'appartiens, qui est plutôt une tradition anglo-saxonne, où tout ce qui est de l'ordre de la psychologie des personnages ne vient pas d'un commentaire ou d'une analyse de l'auteur, mais de la description au plus juste des actions et des paroles des personnages. Et j'ai souvent en tête cette chose de John Huston, cinéaste américain, à qui on disait justement « Mais comment écrivez-vous et comment filmez-vous » Il a simplement répondu « Action, action, action ». Eh bien, moi, c'est la même chose. Et j'ajouterais cette chose merveilleuse aussi de Giacometti, à qui on reprochait de faire des sculptures aussi maigres, et qui avait eu cette réponse admirable. Il avait dit « J'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire ». Eh bien, dans mes romans, à la fois il y a de l'action, j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, et les personnages apparaissent à travers ce qu'ils disent, à travers ce qu'ils font. D'ailleurs, il n'y a pas, dans mes romans, il n'y a aucune description physique des personnages. Les personnages, c'est vous, c'est les lecteurs, les lectrices. Il faut que chacun puisse s'emparer du texte, le faire sien, le faire vivre. Parce que tout ce que Flore a évoqué, on pourrait discuter extrêmement savamment de ça, de la désindustrialisation, du chômage, de la précarité, des problèmes liés à l'injustice que représentent les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, etc. Tout ça est vrai. Mais dans un roman, la chose forte, c'est que ces questions s'incarnent. Ce n'est pas des concepts, ce sont des individus, des femmes, des hommes, et nous, lecteurs, nous, lectrices, eh bien, nous nous trouvons face à un autre nous-mêmes. Et cet autre nous-mêmes, nous pouvons l'embrasser, le repousser, discuter avec lui. Et c'est comme ça que le roman invente une lectrice ou un lecteur intelligent qui, d'un seul coup, perçoit avec peut-être beaucoup plus de sagacité, de profondeur, le monde dans lequel nous sommes. Et c'est ça, c'est pour ça que, pour moi, le déterminisme, ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais réfléchi dans ces termes-là. Je ne vois pas comment je pourrais avancer. De la même manière, je ne fonctionne pas du tout sur le sujet. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire. Le sujet, c'est une chose qui a été inventée par les commentateurs de télévision et les commentateurs en général. Parce que c'est facile, on détecte un soi-disant sujet dans une œuvre et puis on fait une rédaction plus ou moins habile et on suit. Ensuite, il y a des opinions. Donc, on est, grosso modo, dans la paraphrase et l'opinion. Je déteste tout ça, j'ai horreur de ça. Je pense que ça ne nous dit rien sur la réalité de ce qui s'écrit et de ce qu'est la vérité des œuvres.
juste une chose, parce que j'ai ça en tête et que je trouve ça très symptomatique. Nous avons déjeuné un jour, il y a longtemps maintenant, avec l'écrivain Dan Frank et Annie Ernaux, qui maintenant a eu le prix Nobel. Et la discussion entre nous est venue un moment sur la grammaire. Et cette discussion, ça nous a beaucoup intéressés parce que nous avions 3 points de vue très différents. Annie écrit tout au passé composé parce que c'est un choix idéologique. Elle refuse d'utiliser le passé simple et l'imparfait qui sont pour elle la langue bourgeoise, un choix auquel elle se tient. Dan Frank est un extraordinaire grammairien et le meilleur grammairien de tous les écrivains français. Et au fond, il tentait de pervertir les règles les plus absurdes de la grammaire française en montrant à quel point il les maîtrisait. Et il a écrit 1 ou 2 romans qui d'ailleurs pour moi étaient un peu une erreur. Enfin une erreur, il se perdait dans quelque chose qui était théorique mais qui était extraordinaire quand on voyait à quel point il maîtrisait la question. Si vous avez un problème, que vous écrivez, vous avez un problème d'accord des participes, c'est pas la peine de prendre le grévis. Vous téléphonez à Dan Frank, il vous dira tout de suite la réponse. Et ça sera juste. Et moi, j'avais écrit un livre où j'utilisais la grammaire de façon, je dirais, dramatique. Où, dans la même phrase, mais aucun commentateur ne l'a remarqué, dans certains dialogues, le personnage passait du présent à l'imparfait du subjonctif. Simplement, il suffisait de le lire pour entendre que les A graves l'imparfait du subjonctif exprimaient sa dépression. Bon, voilà une utilisation. Alors ça, c'est important. C'est pas la question que pose, hélas, majoritairement aujourd'hui la critique littéraire et cinématographique, c'est qu'est-ce que ça signifie. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie rien. Chacun d'entre nous, lectrice ou lecteur, spectatrice, spectateur, nous sommes capables de comprendre. Mais pour comprendre réellement, c'est de savoir à quoi ça sert. Eh bien, par exemple, dans Les vivants et les morts, et dans Les vivants et les morts 20 ans plus tard, j'écris au présent. Bien entendu, ça a un sens. C'est une grande façon, c'est une façon, je dirais, indirecte de dire à quel point je parle d'aujourd'hui et maintenant, au présent, avec cette chose supplémentaire que le présent est un temps très difficile à manier en français. Ça suppose une structure de phrase forcément plus courte, avec une sorte de halètement, une chose très curieuse, mais qui renvoyait à la difficulté, à la brutalité, à cet étouffement lent et criminel que vivent mes personnages. Donc le choix grammatical, là, à ce moment-là, est un choix absolument fondamental pour comprendre qui sont les personnages. Parce qu'au présent, eh bien, ils vivent comme on vit dans la tension, comme on vit dans le stress, comme on vit dans la brutalité des jours et comme on vit dans la fureur du temps présent. Et ce présent-là prend tout son sens. Voilà comment ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas sur une approche, je dirais, strictement théorique de ce que je dois écrire. Avant de donner la parole à la salle pour un premier tour, tu en as parlé en racontant cette petite scène de la vie quotidienne entre Dallas et Rudy. Tous tes personnages sont quand même de chair, de sang et de sexe. Je le dirais comme ça. Dans le premier volume, il y a, en tout cas, les étreintes, l'amour sont présents. C'est des moments importants. Et dans le deuxième, tu renoues avec ces moments de vie intime. Pourquoi tu penses, enfin en tout cas, pourquoi tu donnes cette place-là à l'intimité de tes personnages, à tes personnages? La caractéristique de ces 2 livres, c'est évidemment que toutes ces choses que nous avons évoquées se jouent d'abord et en premier dans l'intimité du couple. C'est-à-dire qu'il y a une vision presque macroéconomique de la situation générale, mais pour comprendre cette situation, il faut le comprendre à l'intérieur du couple. Et à l'intérieur du couple, eh bien, ils sont un couple vivants, et donc ils ont aussi des relations sexuelles, ils ont aussi des passions, etc. Mais ça m'a beaucoup amusé d'une certaine manière à la publication des Vivants et les Morts, où il s'est trouvé des commentateurs pour s'étonner que les personnages aient des relations sexuelles.
Alors je me disais, tiens, on est revenu à l'époque des années 50 où on pensait que les ouvriers devaient avoir une saillie par an pour se reproduire, et puis c'était fini. Comme s'il n'y avait pas de désir, comme s'il n'y avait pas de passion, comme s'il n'y avait pas d'amour, tout simplement. Et pour moi, c'était absolument parallèle à une autre critique qui m'était adressée, c'est que les personnages que je montre, qui sont des ouvrières, des ouvriers, ils lisent, ils vont au cinéma, ils vont au théâtre. C'était parallèle. Ils ne pouvaient pas avoir, parce que il y a un a priori majoritaire qui vient du XIXe siècle, comme quoi, disons, les classes populaires seraient par nature vouées à l'ivrognerie et à la débauche. C'est toujours présent, c'est toujours comme ça. Évidemment, il suffit, c'est pas difficile de savoir que c'est un point de vue pour disqualifier tout ce qui est d'une autre nature que la nature bourgeoise. Mais dans la vie et autour de moi, dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai grandi, j'ai toujours rencontré des hommes, des femmes qui lisaient, qui avaient des lectures, qui allaient au cinéma, et puis qui s'aimaient, qui vivaient de grandes passions, et parfois des passions torrentielles. Et c'est vrai que je fais très attention aussi dans mes livres. Tu disais qu'ils sont de chair et de sang. Ben oui, c'est très important. Ils mangent, et parce que nous mangeons. Ils mangent, ils vivent, ils transpirent, ils vont aux toilettes. Enfin, ils sont vivants, tout simplement. Et d'ailleurs, le titre est venu de ça. J'avais écrit ce roman de plus d'1 million de signes et il n'y avait pas de titre. Et nous discutions avec Jean-Étienne Cohen-Ca. Il n'aimait pas les titres autres que je lui proposais. Lui m'en proposait qui me paraissait à sauter par la fenêtre. Et puis, le moment arrivait où il fallait se décider. Et presque juste sauvé par le gong, je lui dis, mais quand même, essaye de me dire, reprenons depuis le début, qu'est-ce qui te touche tellement dans ces personnages? Il réfléchit, il y a un silence, et il me dit, tu comprends, ils sont vivants. Et je n'avais pas travaillé tant d'années sur les épîtres pauliniennes pour ne pas avoir lu 20 fois l'expression « les vivants et les morts ». Je lui ai dit, mais voilà, on a le titre « les vivants et les morts ». Et les vivants, qui sont les vivants? Eh bien, sont ceux qui combattent, ceux qui ne renoncent pas, ceux pour qui le droit à l'existence est un droit fondamental. Et les morts sont ceux qui, d'une certaine manière, ont déjà baissé les bras. Vous connaissez sans doute la célèbre formule de Brecht, ceux qui se battent peuvent perdre, ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. Donc c'est tout dans cet esprit-là. Et c'est vrai que pour moi, la sexualité qui est exprimée dans mes livres est un sentiment très puissant de vie, tout simplement. Et d'ailleurs, à un moment, Rudy et Dallas font l'amour avec le sentiment que tout leur est pris, sauf ça. Et que l'ultime résistance, c'est d'être capable de s'aimer et de s'aimer physiquement. Ça, on ne peut pas leur prendre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas leur prendre. Alors, tant pis ou tant mieux si ça choque certains de voir que des ouvriers font l'amour, mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je me suis dit quand même que, vous l'avez compris, l'usine est rasée et transformée par ce carré affreux d'entrepôt. Je me suis dit, mais dans un roman qui se veut réaliste, est-ce que c'est pas caricatural? Le terme caricature est un terme qu'aiment beaucoup les commentateurs. Et vous pouvez être certain d'une chose, lorsque on parle de caricature à propos de quelque chose, notamment lorsque vous décrivez des chefs d'entreprise, vous pouvez être sûr qu'on est absolument dans le vrai. C'est toujours ça. On essaye forcément de disqualifier le vrai par la caricature. Mais moi, je crois qu'il n'y a absolument rien de caricatural. Parce que, tout simplement, vous le savez comme moi, la réalité est toujours plus grande que la fiction. Et quand on entendait notamment les entretiens de Madame L'Oréal
Liliane de Bettencourt avec son son majordome, ou je ne sais plus quoi, si on publiait ce qu'elle disait, tout le monde aurait hurlé en disant c'est de la caricature, mais c'était absolument vrai. Je ne peux pas répéter ces propos parce que je serais accusé d'antisémitisme, mais c'était extravagant. Donc je crois qu'on peut le saisir tout le temps. Vous savez, ça fait partie de ces choses de défense, finalement là aussi, des médias bourgeois ou petits bourgeois. Soit c'est la caricature. L'autre chose qui est utilisée, c'est manichéen. Ah, manichéen. Personne ne sait à quel point le manichéisme était une religion d'une difficulté extraordinaire et pas du tout réduite à un pour et un contre. Jérôme Prieur et moi, nous avons essayé plusieurs fois de faire un développement sur le manichéisme dans nos travaux et nous avons toujours renoncé tant la complexité était grande et de la cosmogonie et des choses. Donc voilà, alors soit quand vous écrivez comme moi sur le monde du travail ou sur les chefs d'entreprise, caricatural, manichéen. Et à partir de là, vous n'êtes plus un romancier ou un cinéaste, vous devenez un romancier ou un cinéaste engagé. Engagé à quoi? On se le demande. Mais moi, je ne connais qu'une forme d'engagement, c'est l'engagement militaire. Hein. Engagez-vous, vous verrez du pays. Je n'ai pas été engagé, donc je ne me sens pas engagé. Je me sens entièrement engagé dans la littérature, pas engagé dans quelque organisation que ce soit, n'ayant jamais appartenu à un parti politique, ni même à un groupe politique, et ni même, hélas, à un syndicat. Donc, je suis toujours resté fidèle, là aussi, à ce que j'étais au départ, c'est-à-dire un ouvrier imprimeur, où la tradition anarcho-syndicaliste est celle qui domine. Et j'ai toujours ça en tête, en réalité. Voilà. Alors, il y a, une fois que vous êtes caricatural, manichéen, engagé, alors là, on peut encore descendre, parce que vous pouvez être un écrivain ou un cinéaste militant. Alors là, c'est vraiment le fond du gouffre. Vous voyez, parce qu'on n'arrive pas à considérer, et c'est un a priori spécifiquement français, que l'on puisse écrire sur les classes populaires, sur le monde salarié, sans qu'il y ait, comme disent les Allemands, un agenda, comme si on cachait quelque chose pour démontrer quelque chose. C'est terrible. Moi, j'ai été en correspondance et en relation avec un écrivain anglais qui s'appelait Alan Sillitoe, qui a écrit Samedi soir, dimanche matin, qui a écrit La solitude du coureur de fond, des titres qui vous disent peut-être quelque chose, en tout cas à certains endroits. Mais Alan Sillitoe était, en Angleterre, considéré comme un écrivain. Personne n'aurait dit de lui qu'il était un écrivain social ou caricatural ou engagé, etc. Il était un écrivain. Et le travail critique que l'on pouvait faire sur ses livres était un travail critique qui reposait sur l'analyse littéraire de ce qu'il faisait. Donc on voit bien que ces choses-là, qu'il y a au fond des réflexes de défense face au réel. C'est toujours la même chose. Nous sommes dans une société qui produit sans cesse des leurres pour nous empêcher de voir ce que nous avons devant les yeux. Et c'est pour ça que j'insiste toujours en disant qu'il ne faut être ni un lecteur ou une lectrice distraite, ni une spectatrice, ni un spectateur distrait. Mais tout est fait pour nous distraire. Et puis, le plus grand de ces leurres, celui que tous les médias nous donnent tous les jours, eh bien, c'est simplement de tendre un miroir, de dire « Regardez-vous, il n'y a que ça d'intéressant ». Margaret Thatcher l'avait dit à la perfection, elle avait dit « La société n'existe pas, il n'y a que l'individu et sa famille ». Donc, regardez-vous, ne regardez pas les autres, ne regardez pas ce qui se passe, obéissez. Alors du coup, ça m'amène à te dire que quand même tu fais un pari ambitieux. Parce que parler d'économie et de traiter les concepts fondamentaux de l'économie, le travail, l'emploi, le salaire, le capital, le profit, ce que tes romans traitent, à une époque où on nous dit que les lecteurs, ils souhaitent du feel good. Et à une époque où, finalement, on nous dit que l'économie, seuls les experts autodésignés sont capables de franchir la barrière incompréhensible par nous tous. Et donc,
je me dis, mais comment avoir, en tout cas, si ce n'est l'espoir, mais la perspective de se dire que tes romans sont une possibilité, une arme pour permettre à ceux et celles qui pensent que l'économie et tous ces gros mots ne sont pas pour eux, de comprendre des choses. Ce que tu dis m'évoque une chose. Il y a un texte de Marx qui s'appelle « Travail salarié et capital », qui est une conférence qu'il a fait à des ouvriers en Allemagne à son époque. Quand on lit ça, c'est absolument remarquable d'intelligence, d'analyse, et sans jamais céder à une quelconque vulgarisation. Alors on se dit quoi ? Ceux à qui il parlait ne comprenaient rien, ou au contraire, ils comprenaient très bien. Et moi, je suis convaincu qu'ils comprenaient très bien. Et c'est toujours ce même a priori qui est de pousser les individus dans une sorte de retranchement d'eux-mêmes où ils seraient incapables de mesurer l'extérieur. Et l'économie, tu as raison, est un très bon exemple. On dit il y a des savants pour ça, c'est pas la peine, vous n'y comprendriez rien. Mais c'est en réalité pas très difficile à comprendre. Alors simplement, qu'est-ce qui rend ça difficile ? C'est que les publications qui sont faites sur le terrain économique, que les interventions qui sont faites sur le terrain économique utilisent un vocabulaire d'exclusion. C'est ce vocabulaire qui permet de pousser tout le monde en dehors de la réflexion et qui induit que nous ne puissions pas comprendre. Ben, c'est tout le contraire. Lorsque j'ai réalisé la série Travail, Salaire, Profit, ben, partout nous l'avons montré, les spectatrices et les spectateurs ont parfaitement compris ce qu'analysaient les chercheurs. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de difficulté intrinsèque à comprendre ça. Et je crois que justement, c'est là que le roman prend une place formidable, parce que le roman aussi dédramatise ces questions. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles s'incarnent. Et c'est dédramatisé, parce que si quelqu'un de vos proches parle d'économie, vous comprenez évidemment ce qu'il dit. Si soudain on vous présente quelqu'un en disant c'est le professeur Machepot qui va vous expliquer la question de la valeur, à ce moment-là vous ne comprenez plus rien. Mais c'est différent dans un roman. Dans un roman, il y a des femmes et des hommes. Alors, bien sûr, ça ne se dit pas comme ça, parce que sans ça, ça serait d'un ennui mortel, ou ça voudrait être une sorte de leçon. Mais c'est pas ça. Mais les questions de profit, elles sont posées dans le roman. Pourquoi ? Parce que l'entreprise est soumise à des pressions extérieures, à la concurrence, etc. Et puis, on leur dit, il faut, encore une fois, sans doute baisser les salaires pour pouvoir être plus compétitif, etc. Chacun d'entre nous sait que ça, c'est en réalité des arguments démagogiques de l'enfumage, pour dire les choses telles que je le pense. Mais ça existe dans le livre. Et en réfléchissant à ça, on comprend à quel point c'est une sorte de manœuvre pour amener les uns et les autres, les unes et les autres, à se conformer à l'ordre qui a été choisi par les forces financières ou les forces politiques. Et je crois que c'est ça la force du roman, c'est que le roman nous permet d'avoir ce léger pas de recul qui nous permet d'analyser, de comprendre et de voir sans phare le monde dans lequel nous sommes. En tout cas, c'est mon ambition en écrivant des livres. Je ne pense jamais à ça en écrivant un livre, mais à la réflexion, je me dis que c'est ça, l'effet que ça doit avoir. Aiguiser les consciences, tout simplement. Parce que, encore une fois, pour moi, la littérature et le cinéma, mais en premier, la littérature a eu pour moi cet effet. C'est-à-dire que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai d'abord été un lecteur. Je n'ai pas été autre chose. Alors j'ai été un lecteur très particulier parce que, disons, jusqu'à 10 ans, j'ai lu essentiellement 2 livres. J'ai lu Naufragé volontaire d'Alain Bombard et Le vieil homme et la mer d'Hemingway. Bon, après, j'ai eu en classe un voisin qui est un ami de toujours, qui lui, à 10 ans, était déjà un grand lecteur, et on s'est mis à tout lire. Et voilà, à lire aussi bien Bob Moran, Hervé Bazin, Dostoïevski. Pour nous, tout ça, c'était la même chose. Mais
nous avons lu et lu et lu et lu à profusion comme peuvent lire des adolescents, des enfants, etc. Et c'est vrai que c'est ce travail-là qui est essentiel. Et il m'est arrivé plus tard de préfacer une réédition des chapitres du Capital sur le salaire et sur le travail. Mais lire Marx, c'est là aussi tout à fait accessible. On dit, ah, Marx, voilà, c'est incompréhensible, on ne sait pas de quoi il parle. Mais bien, enfin, c'est complètement faux. C'est une façon aussi de tenir ça à distance, de dire attention, n'y touchez pas, ça brûle. Ben oui, ça brûle, mais ça ne brûle pas les yeux et on peut lire. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis pour partager peut-être l'expérience qu'on a vécue hier après-midi ensemble avec Dany. Il se trouve que hier et aujourd'hui, enfin avant-hier, depuis 3 jours, il existe une opération nationale qui est organisée, ça s'appelle les Nuits de la lecture. Et chaque année, un thème est donné et est invité l'ensemble des lieux où vit le livre, et pas, à faire que le livre puisse arriver dans des endroits les plus éloignés, pour les publics les plus éloignés. Et nous sommes, la librairie Quartier Libre est un des partenaires de la maison d'arrêt de Luynes. On travaille avec eux sur leur politique d'achat. Et donc on a, parce que nous accueillons Gérard ce jour, on s'est dit que c'était une occasion d'emmener Gérard, s'il l'acceptait, à la rencontre de détenus qui sont de fait privés de liberté, mais ont la possibilité d'avoir une bibliothèque. Alors je ne voudrais pas faire penser qu'ils passent leur vie à la bibliothèque. C'est à peu près 7 semaines d'attente pour accéder à 1h30 d'après-midi à la bibliothèque, qui est conditionnée par un nombre certain d'accords avant que le détenu ait le droit de s'y rendre et d'y emprunter un livre. Et donc on y est allé hier après-midi et on a eu un échange sur la lutte, sur les luttes, puisque le thème national était le patrimoine. Nous avions proposé que nous puissions échanger de la lutte comme un patrimoine qui nous appartient à tous. Et donc, au regard de ce que tu disais, on a partagé le fait d'accepter de lire et de ne pas tout comprendre. Et notamment parce qu'on avait un jeune homme qui partageait le fait qu'il avait appris à lire en prison, qu'il ne savait pas, qu'il savait lire, et qu'il a aujourd'hui une lecture assez considérable, et de Shakespeare aux classiques, etc. Et qui disait au début c'était dur, quoi. C'était dur, et je ne savais surtout pas où aller dans la bibliothèque. Et c'est souvent le travail qu'on fait avec Julie dans la librairie, c'est de se dire comment on fait pour que tout le monde se sente libre de rentrer dans la librairie en se disant j'ai le droit de ne pas acheter, j'ai le droit de me sentir légitime d'aller dans un endroit qui me semble être pas celui qui pourrait être de mon monde, et faire que tous ces endroits soient des endroits où finalement les gens se sentent libres, y compris de se sentir choisir un livre parce que la couverture est belle, parce que le titre m'enchante, parce que j'en ai entendu parler, ou parce que rien. Et ça, c'était... si on peut le partager. Absolument. Non, c'était très intéressant parce que, comme a dit Flore, le premier qui est intervenu, qui était stupéfiant, qui nous dit avoir lu tout Shakespeare. Il avait lu effectivement Macbeth, Roméo et Juliette, il avait lu toutes les pièces, Coriolan, etc. Puis après, il avait lu Racine, puis après, il avait lu Marivaux, puis là, il avait lu Dumas, puis il attaquait Balzac, etc. Donc, il se retrouvait entièrement dans la lecture. Et ce qui a été très intéressant dans cette rencontre, c'est que nous avons parlé des luttes, et que nous avons parlé des luttes toujours sur le terrain de la littérature. Et que le bibliothécaire, d'ailleurs, en sortant, nous disait « Mais oui, il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas compris. » Mais
nous n'avons pas cherché à leur parler comme à des gens qui seraient incapables de comprendre. Tout au contraire, on n'a rien cédé ni sur le vocabulaire, ni sur les problématiques, ni sur rien. Forcément, c'était la moindre des politesses que de respecter leur dignité de personne et de ne pas essayer de ramener ça à un discours qui, supposé, parce qu'on ne savait pas qui on avait en face de nous, serait peu compréhensible par des détenus. Pas du tout, on a parlé réellement d'homme à homme, et ça a été très, très intéressant de voir que petit à petit, au départ, il y avait forcément une sorte de gêne, de timidité, c'est naturel, et puis les choses se sont animées, etc. Et la discussion sur les livres, sur la littérature, sur la nécessité de la lecture, sur ce que l'on pouvait comprendre du monde à travers les livres, eh bien, s'est établi, et s'est établi, je crois, pour le plus grand bénéfice et le plus grand plaisir, à la fois des détenus et du nôtre. On va terminer, Gérard, sur une question qui peut faire écho, parce que tu fais état dans ton livre de la montée de l'extrême droite, du racisme, du nationalisme, du repli sur soi, dans une ville historiquement de gauche, où l'attention au collectif était plus qu'une réalité. Comment tu l'expliques, ça ? Avant le grand confinement, j'ai publié un livre qui est tombé dans le vide du confinement, qui s'appelle Les Roses Noires, sur lequel j'étais parti sur une hypothèse de géopolitique. C'était le cadre général, c'était pas l'objet même du livre, mais c'était le cadre général, et j'avais commencé volontairement par ça, comme lorsque l'on tourne un film et qu'on commence par un plan large de la ville où ça va se passer, ou l'endroit où ça va se passer. Parce que il y a il y avait deux choses qui me préoccupaient profondément, qui étaient la montée des nationalismes partout dans le monde, et donc la résurgence d'un néofascisme, voire d'un néonazisme, ça c'était une chose, et de l'autre côté, la croissance exponentielle des budgets militaires. Et donc, nationalisme plus budget militaire égale la guerre. Et donc, il se mettait en place une sorte de guerre mondiale larvée, puisque, je vous le raconte brièvement, les Polonais, poussés par les Américains, envahissaient l'oblast de Kaliningrad, qui avant était polonais. Évidemment, les Russes répondaient et ripostaient de la façon la plus violente possible. Ceux qui attendaient les Américains pour attaquer directement les Russes, mais les Russes étant alliés aussi aux Chinois, tout ça donnait un contexte général de guerre mondiale. Cette chose-là, elle est aujourd'hui encore plus vraisemblable que lorsque j'écrivais Les Roses Noires. Et je me souviens qu'on a le monde diplôme, il y a peut-être 4-5 ans, Serge Halimi, qui était à ce moment-là le directeur du journal, et Rimbert, qui est aussi un des journalistes très importants, nous ont fait modifier des textes à Frédéric Lordon et à moi, parce que nous parlions de néofascisme. Moi, je parlais à propos du gouvernement de Macron à ce moment-là de néofascisme sournois, et Frédéric de je ne sais plus quoi. On avait modifié. Bon. En réalité, c'est nous qui avions raison, parce que le terme fasciste, comme le dit si bien l'historien américain Paxton, c'est pas parce que le fascisme contemporain ne reproduit pas les formes du fascisme historique que c'est pas du fascisme. Et moi, je crois qu'il faut rester dans cette chose-là. Alors maintenant, où l'on voit à quel point ce fascisme a vraiment emporté d'une certaine manière une grande bataille avec l'élection de Trump, et puis aussi bien Orban, Meloni, enfin tous les uns et les autres qui sont derrière ça, c'est international. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi j'analyse ça sur plusieurs choses. D'une part, il y a une chose, disons, plus large, qui est que je crois qu'on a tellement voulu vendre la mondialisation aux populations comme étant une source de bonheur, qu'il y a eu
évidemment une incroyable déception devant la réalité, puisque la mondialisation, tout simplement, n'apporte que des fermetures d'entreprises, des baisses de salaire. Et donc, face à cette agression qui est ressentie comme telle, aussi bien par les milieux populaires que par, disons, ce qu'on appelle les classes moyennes ou intermédiaires, le repli, c'est le nationalisme, c'est l'idée de se dire qu'on se défendra mieux tout seul qu'avec les autres. Donc il y a ce repli-là. Ça, à mon avis, c'est un des éléments qui fait qu'une municipalité qui était de centre-gauche peut devenir d'un seul coup une municipalité tenue par un parti néofasciste. Ensuite, il y a un autre élément que je trouve très très important, qui est que la destruction systématique des services publics. Alors, Nicolas Sarkozy l'avait ouvertement écrit dans son programme lorsqu'il a été candidat à la présidence de la République. C'était ouvertement dit que l'éducation nationale devait être privatisée, que la justice devait être remplacée par des tribunaux professionnels, que les hôpitaux devaient être privatisés, devenir des cliniques, etc., etc. Au moins, c'était ouvert. Le malheur a été que son successeur, M. François Hollande, n'a pas du tout combattu cela. Au contraire, il l'a aggravé. Et la situation actuelle de l'hôpital, de la justice, de la poste, etc., est témoin de ça, avec cerise sur le gâteau, l'arrivée de M. Macron qui est en train de finir le travail. Eh bien, cette destruction des services publics, à mon avis, est un des éléments très forts de la montée de l'extrême droite. Bon, tout simplement parce que là aussi, il y a un sentiment de nécessité de défense, de repli, et de croire encore que si on est seul, on s'en sortira mieux qu'en commun. Donc, il y a l'extrême droite qui, avec cette idée du chef au-dessus des autres, qui lui aurait la lucidité, il serait capable de faire les choix qui vont faire ça. Vient seulement, à mon avis, en troisième position, d'abord, en première position, une peur générale face à la mondialisation et ses conséquences désastreuses. Deuxièmement, la destruction systématique des services publics. Et troisièmement, mais c'est simplement parce que c'est un argument, les questions liées à l'immigration qui soudain servent, mais comme ça a toujours servi dans l'histoire, de bouc émissaire pour forcer l'ensemble des populations à regarder en dessous et non pas à regarder au-dessus. Donc on voit ça. Et puis j'ajouterais qu'évidemment la propagande néolibérale, pour ne pas dire néofasciste, est quotidienne et constante sur l'ensemble des grands médias. Et donc, c'est très difficile d'y échapper à partir du moment où quotidiennement, sur les radios, sur les télévisions, dans une majorité de journaux, eh bien, c'est ce discours qui est tenu. Et quel est ce discours? Et ce discours, c'est la revanche de la guerre de 39-45. C'est-à-dire que tous ceux qui, en 39-45, avaient très largement collaboré avec l'occupant nazi, ont été obligés de faire profil bas, et De Gaulle a eu la grande intelligence d'associer tous les mouvements qui avaient participé à la résistance pour rebâtir l'État. Mais ceux qui avaient été et qui étaient obligés de se taire se sont organisés, et notamment autour d'un économiste autrichien qui s'appelait Hayek. Et ça a donné les monétaristes avec Milton Friedman qui plus tard vont ravager le Chili, etc. Ils se sont organisés. Comment se sont-ils organisés? En investissant tous les grands corps. Alors, premier grand succès, ça a été l'élection de Reagan. Deuxième grand succès, on peut dire triomphe, c'est l'élection de Margaret Thatcher. Puis Margaret Thatcher plus Reagan, ça a donné Tony Blair,
qui là encore montait une marche supplémentaire. Et puis en France, le trio maudit, Sarkozy, Hollande, Macron, qui est celui qui finalement est chargé d'achever ce travail. Mais Hayek, la phrase la plus célèbre d'Hayek, et qui, à mon avis, est celle qui aujourd'hui est exactement à l'œuvre dans tout ce que nous vivons, Hayek disait « Je préférerais toujours une dictature qui soutient le marché à une démocratie qui la récuse. » Et on voit bien qu'aujourd'hui, la démocratie, elle, en premier, est récusée, et qu'au contraire, les dictatures sont souhaitées plus ou moins, ou inconsciemment souhaitées par beaucoup de populations, mais que ce soit en Hongrie, en Italie, en France, en Allemagne, etc. etc. Et donc, eh bien, il faut être sur nos gardes et ne pas renoncer. En vous disant ça, j'étais en train de penser à une chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai fait des films sur le poète Antonin Artaud. Et à un moment, Antonin Artaud dit à Jacques Prouvel, qui était un jeune poète, il lui dit « Vous n'êtes pas assez révolté, monsieur Prouvel. » Eh bien, ma conviction profonde, c'est que je ne suis pas assez révolté, nous ne sommes pas assez révoltés, et surtout, nous ne le serons jamais assez.